Stéphane Bellocine, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de votre ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, Le témoin du temps. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous? Bien sûr, alors je suis ingénieur en télécom, je suis spécialiste des écosystèmes de l'innovation et je suis indépendant en fait et j'interviens dans des grandes écoles, dans des universités justement pour expliquer aux étudiants ce que c'est que l'innovation dans l'entreprise et comment on peut justement devenir entrepreneur et créer sa start-up. Sinon, j'ai toujours été fasciné par le temps. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je suis aussi très intéressé par donc à côté de mon travail, par le monde des idées, par les arts, la littérature notamment. Et ce livre, c'est justement le fruit d'une longue réflexion sur le temps, qui est une question éternelle qui a occupé toutes les civilisations depuis l'aube de l'humanité, depuis les Égyptiens, bien sûr, les Mayas, jusqu'à aujourd'hui. Les Égyptiens nous ont laissé des monuments exceptionnels, les plus beaux du patrimoine, les pyramides qui sont en fait des tombeaux et qui sont un manifeste de leur rapport à l'éternité. Faut bien l'avoir en tête, puisque en fait, c'est un tremplin vers l'éternité, ces pyramides. Et puis les Mayas avaient un rapport au temps très lié au cosmos, comme les Grecs. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié, nous, parce la spiritualité n'existe plus dans les sociétés d'aujourd'hui. Et ça m'a interpellé, d'où ce livre. Alors, ce qui est à la fois étonnant et intéressant dans votre ouvrage, Le témoin du temps, et surtout original, c'est qu'il aborde différents sujets qui sont très variés, et alors pas seulement le temps, et qu'il traite tous ces sujets aussi bien sur la forme que sur le fond. Oui, c'est juste, j'aborde plusieurs thématiques. Alors, bien sûr, donc, il y a le temps, comme je viens de le dire, le temps sous différents aspects, hein. Il y a les aspects mythiques, mythologiques, il y a l'aspect ontologique, l'aspect de l'être, donc très lié à l'existence, à la métaphysique. Il y a les aspects futuristes, parce que le narrateur évolue dans une société futuriste, donc tous les aspects propres à la science-fiction, à l'espace-temps aussi. Et puis, il y a la musique. La musique était très présente, c'est comme un personnage du conte en fait, parce que la musique en fait elle fait un petit peu un lien entre toutes les formes du temps que rencontre le narrateur. Elle fait le lien entre le présent de la narration et l'imaginaire que vit le narrateur et que vit le lecteur. Donc la musique est très importante et j'ai distillé justement un certain nombre, c'est l'originalité aussi de ce conte, un certain nombre de QR codes, donc de liens numériques dans le texte qui permettent au lecteur, grâce à son téléphone portable, après avoir téléchargé une application gratuite, de flasher ce QR code et de pouvoir entendre l'enregistrement en même temps qu'il lit. Donc voilà, la musique c'est aussi un des thèmes. Et puis le dernier c'est la philosophie politique, puisqu'il y a un petit traité de philosophie politique aussi dans le conte. Alors on peut d'ailleurs justement peut-être écouter un des morceaux du conte à partir de maintenant, qui est d'ailleurs le premier. C'est un extrait que pas mal de lecteurs vont reconnaître, je suppose, ou de futurs lecteurs, puisque c'est un morceau de Schubert, le trio numéro 2 de Schubert, qui est le premier enregistrement dans le conte, qui a une force vraiment particulière. Quel était votre objectif en écrivant Le témoin du temps? Alors, mon objectif, il est il est simple et complexe à la fois, je dirais. Disons que j'ai conçu le témoin du temps comme un fil conducteur entre le destin du monde et chacun d'entre nous, dont nous détenons tous une part, sans s'en rendre compte. Et ce fil conducteur se matérialise dans la
conscience de chacun d'entre nous. Donc en fait, c'est une sorte d'hymne. Ce conte est une sorte d'hymne à l'authenticité des rapports humains. C'est aussi en fait un conte qui est à la fois un conte initiatique, c'est à mi-chemin entre le conte initiatique et le roman de science-fiction. Mon objectif, c'était d'amener le lecteur à réfléchir sur lui-même et puis sur les rapports avec son environnement immédiat ou moins immédiat. Mais en tout cas, à prendre conscience de ça. Vous allez jusqu'à donner une définition de la mort. Oui, parce que justement ça c'est dans la partie, toute la partie voyage à travers l'espace-temps qui occupe une grande partie du conte, hein, et le lecteur toujours en fait dans la réflexion sur lui-même, hein, et dans le rapport qu'il a avec lui-même à travers ce voyage-là, finalement l'amène à il se retrouve pratiquement devant la mort, et je donne effectivement une définition de la mort, mais qui est un aboutissement en fait, hein, à partir du moment où on suit la leçon qui est donnée dans le conte. Et alors, qui est ce témoin du temps qui donne son titre au livre, qui est si mystérieux, et surtout, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce personnage? Alors, le témoin du temps, c'est une sorte de vieux sage, c'est comme un démiurge en fait. Et il m'a été inspiré par le Wotan de Wagner, donc le dieu des dieux dans le Ring de Wagner. C'est vraiment ce personnage-là, un petit peu. Et je peux d'ailleurs vous lire la manière dont je le décris. En fait, au moment où le narrateur, et donc le lecteur, rencontre le témoin du temps pour la première fois. Je suis face à face avec une tête de géant. Une tête monstrueuse qui emplit tout l'espace autour de moi. Une tête de vieillard, séparée de son corps et coiffée d'un grand chapeau de feutre à l'orge bord, très sombre et enfoncé de biais sur l'œil gauche qui reste ainsi totalement invisible. L'œil droit par contre pétille d'une intelligence vive, voire machiavélique. Il est surmonté d'épais sourcils aussi blancs que la longue barbe qui s'étale à perte de vue. Le nez est assez proéminent tout en restant gracieux, surmontant une épaisse moustache qui se prolonge par cette barbe magique. Je ne peux réprimer un mouvement de recul que je tente cependant de dissimuler. L'aspect général de cette tête reste vraiment envoûtant, surtout ce contraste extraordinaire entre le noir puissant de son œil, du chapeau, de l'espace qui l'entoure, et la barbe comme les sourcils ou la moustache qui semblent tous irradier une lumière vide et brûlante. Voilà, ça c'est le témoin du temps. Ce qui m'a inspiré, donc, comme je disais, c'est donc le Wotan de Wagner. Mais j'ai aussi été inspiré dans ma réflexion et dans la manière dont j'ai traité tous ces sujets de fond par Platon, notamment le dialogue du Tibet, qui traite justement du destin du monde, hein, dont je parlais au départ. Et aussi par Confucius, qui définissait la réflexion sur soi comme étant en fait, une étape obligée pour l'honnête homme à son époque qui voulait conquérir sa propre liberté. Donc c'est vraiment ça. Et aussi, par ricochet, c'est un petit peu la même chose, tout ce qu'évoquaient les philosophes de la Renaissance quand ils considéraient que l'homme devait être un acteur de sa propre destinée. Alors c'est assez impressionnant, car en plus de ces références philosophiques, vous parlez aussi vraiment des théories d'astrophysique les plus récentes, comme la théorie des cordes, la théorie sur la matière noire. Oui, c'est juste. Oui, je connais bien en fait, ces sujets-là, mais j'en parle de manière vulgarisée bien sûr et poétique, mais c'est toujours pour en fait amener le lecteur à réfléchir sur le temps. Donc c'est toujours une métaphore du temps, une métaphore aussi en même temps de la conscience du lecteur et de son rapport au monde.
Je vais illustrer cela par un passage où le héros se retrouve face à un trou noir que lui présente le témoin du temps. Ce trou noir a une fonction très particulière, mais alors du coup on ne va pas tout révéler pour garder un peu de suspense pour le lecteur. Je vais donc lire ce passage, avec des coupures tout de même de temps en temps, et la musique qui accompagnera ce passage est issue de la paraphrase du Rigoletto de Verdi par Franz Liszt. Je me mets alors à contempler le noir sidéral. Liszt ne me quitte pas. La puissance de sa paraphrase en est à son paroxysme. Je l'entends emplir l'espace, fluer dans le vide glacial tout autour de moi, me pénétrer par les oreilles et par tous les pores de ma peau comme une enveloppe frémissante. Je fixe toujours consciencieusement tout l'espace face à moi en me demandant sérieusement si le géant n'aurait pas perdu la tête. Puis lentement, je me rends compte que face à moi, sur une surface très vaste, le noir semble encore plus noir, plus intense et parfois même brillant. C'est quelque chose que je devine plutôt parce que ce volume d'un noir absolu, total, surpuissant, étourdissant est révélé par quelques formes imperceptibles à sa surface. En regardant attentivement, je remarque que ces formes sont animées de mouvements apparemment incohérents. Je tente de m'approcher, mais le témoin du temps m'arrête net. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je, un peu effrayé au témoin du temps. « C'est un trou noir d'un genre un peu particulier, un trou de verre. »« Un trou de verre noir ? Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une espèce organique, donc vivante, de l'univers. »« Vivante ?» dis-je avec une voix tremblante. « Oui, nous allons devoir la traverser. Tout se passera bien si vous suivez mes indications. »« La traverser ? Ah non, je retourne d'où je viens. »« Silence !» répond le géant avec autorité. Lorsque votre personnage revient sur Terre, à vrai dire sur une planète inconnue, mais lorsque le narrateur est en dehors de son voyage spatio-temporel, on évolue vraiment dans une société qui est très futuriste, et vous décrivez alors énormément de techniques et d'objets qui n'existent pas. Star Trek, ça n'existe pas encore, mais ça pourrait venir. En tout cas, je vais jusqu'à décrire effectivement les phénomènes techniques, technologiques qui sont utilisés. Je parle de la manière dont la société utilise, trouve ses sources d'énergie pour fonctionner. C'est pas les mêmes sources d'énergie qu'aujourd'hui. Ou encore, j'évoque aussi cette grande bibliothèque virtuelle et universelle qui est une sorte de super cerveau qui s'occupe un petit peu de tout. Oui, c'est ça, et c'est un peu effrayant, ça pourrait devenir en quelque sorte une espèce de Big Brother du futur. Ça pourrait, oui. Dans le conte, c'est comme un super Google en fait, hein, où j'ai aussi imaginé ça en pensant au super ordinateur HAL du 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick. Ça pourrait devenir un Big Brother, c'est vrai, tout dépend comment les hommes vont gérer ça. Oui, et là justement on peut faire donc le lien entre cela et la dernière partie du conte, c'est-à-dire la philosophie politique un petit peu. C'est dans le conte justement, et notamment vers la fin, dans le dernier chapitre, je critique directement les excès de la société contemporaine à travers un super avatar qui est un grand jeu de télé-réalité interstellaire. Et le thème évoqué, c'est toujours le même en fait, thème très moderne, c'est le problème en fait, de la responsabilité du citoyen et de la représentation politique. Donc Aristote en parlait déjà quand il disait que finalement dans les démocraties on fait semblant de consulter le peuple pour éviter qu'il ne se révolte. Mais uniquement pour ça, et qu'en fait on en a rien à faire un petit peu de son opinion. Ici dans le conte, bon, j'évoque un petit peu tout ça et je propose aussi une solution qui est toujours d'ailleurs, comme pour celle de la maîtrise du temps, elle est toujours à trouver dans la manière dont sont conçus les rapports humains. Et en tout cas, c'est la leçon, on peut dire quelque part que c'est la leçon du témoin du temps justement. Et alors votre conclusion pour... Alors ma conclusion, c'est que cette leçon, c'est un petit peu comme une immense leçon de choses.
chose que, si je puis dire, chose qu'on n'enseigne plus aujourd'hui, hein, même dans les petites classes, c'est un petit peu malheureux. En tout cas, ce sont des thèmes, je crois, très modernes. D'ailleurs, on le voit assez régulièrement, hein, que ce soit justement la télé-réalité qui passe en mondovision maintenant, les récentes découvertes en astrophysique d'ailleurs, la musique des sphères, c'en est une, ou encore les imbrications entre le monde réel et le monde virtuel, qu'on voit très régulièrement apparaître. Donc il y a beaucoup de thèmes d'aujourd'hui qui montrent que ce conte est un conte très moderne.